Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire aujourd'hui, porté par les sections sexe, donc sur l'étude des conduites suicidaires, et la section NPP, la section donc neuropsychopharmacologie. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler de médicaments sous surveillance, les opioïdes, les benzodiazépines et les gabapentinoïdes face au risque suicidaire. Donc, en présentateur, nous aurons Hervé Javelot, pharmacien à Brumat, et Marie Tournier, psychiatre à Bordeaux. Et enfin, moi-même, Bénédicte Nobilet, pharmacienne à Montpellier. Et donc, nous allons commencer par Hervé qui vous parlera des gabapentinoïdes et du risque suicidaire. Puis Marie qui vous parlera des benzodiazépines et du risque suicidaire. Et enfin, moi, j'aborderai le thème des opioïdes et le risque suicidaire. Et vous pouvez poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet, en bas à droite. Pensez bien à écrire vos questions dans l'onglet questions et non dans l'onglet chat. Et voilà, on se garde environ 10 minutes de questions pour la fin de ce webinaire. Et je laisse la parole à Hervé. Merci Bénédicte pour cette présentation et puis la sollicitation sur ce webinaire. Alors pour commencer effectivement avec les gabapentinoïdes, donc c'est une classe pharmacologique que je me permettrai de représenter un tout petit peu parce qu'elle n'est pas très évidente. Sa dénomination peut parfois susciter des doutes pour savoir quelles sont les molécules précisément qui s'y trouvent. Et on abordera un petit peu les différents travaux qui permettent d'éclaircir en fait le risque finalement donc suicidaire avec ces gabapentinoïdes. Pour commencer, donc les gabapentinoïdes, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est que cette classe pharmacologique? Alors c'est une classe un petit peu trompeuse, on va le voir, parce que ce qui la relie en partie, c'est, on va dire, une parenté pharmacochimique, structurelle, avec le GABA, donc ce neurotransmetteur inhibiteur de notre cerveau que l'on connaît bien. Et donc vous voyez que les différentes molécules, qu'il s'agisse de la gabapentine, donc mise sur le marché en 1993, de la prégabaline, mise sur le marché 10 ans plus tard, et puis la mirogabaline, qu'on ne connaît pas en France, qui est commercialisée au Japon, on voit qu'on retrouve une structure GABA au niveau de ces différentes molécules. Donc, on peut avoir un a priori en se disant que sans doute ces médicaments sont des régulateurs GABAergiques. On va le voir, en réalité, il n'en est rien. En tous les cas, il y a un constat qui s'impose, c'est ce que vous voyez dans le petit encadré en bas à droite, c'est que gabapentine et prégabaline sont en très nette augmentation de consommation dans les différents pays où ils sont commercialisés. Et si on prend l'exemple de la France, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais vous voyez que sur la période de 5 ans, allant de 2014 à 2019, on avait une augmentation de 17%, donc presque 20% de boîtes dispensées. Et on va le voir, c'est en lien en partie avec les indications qui se sont un peu démultipliées pour ces substances. Pour revenir sur la pharmacologie un tout petit peu, parce que vous voyez, c'est que j'ai représenté ici donc, une pharmacologie un peu simplifiée de la prégabaline et de la gabapentine, donc les deux molécules qui nous concernent en France, qui donc réunissent, ce qui réunit ces molécules, c'est le nom de gabapentinoïdes, prégabaline, gabapentine, qui vont être caractérisés par le fait d'avoir une haute affinité de fixation pour les sites alpha-2 delta, donc qui sont situés donc en fait au niveau de canaux calcium voltage dépendants, qui sont intégrés en fait dans les membranes plasmiques de cellules qui sont dites excitables, notamment les neurones, et ces structures, ces canaux calcium voltage dépendants, comme leur nom l'indique, ils ont une polarité préférentielle pour le calcium qui est en tous les cas 1000 fois supérieure à la porosité qu'ils peuvent avoir pour le sodium. Et donc en fait l'action finalement de ces gabapentinoïdes va se matérialiser sous forme d'une diminution d'entrée de calcium au niveau cellulaire et donc en fait d'une diminution d'excitabilité de ces canaux calcium voltage dépendants, donc de ces CCVD. Voilà pour les petits éléments de présentation pharmacologique. Et pour resituer un petit peu les indications pour lesquelles on les utilise, vous connaissez, mais c'est juste pour resituer, la gabapentine comme la prégabaline ont des indications dans l'épilepsie et dans les douleurs neuropathiques, et on a un petit plus pour la prégabaline qui est aussi indiquée dans les troubles psychiques, dans le trouble anxieux généralisé. Mais en réalité, on sait que le succès de ces gabapentinoïdes dépasse très largement le cadre de ces indications et on a de nombreux usages hors AMM. Donc pour ce qui nous intéresse, notamment le trouble bipolaire, mais aussi différents types de douleurs chroniques. Également, donc, vous voyez notamment à ce titre la fibromyalgie, le syndrome des jambes sans repos, où on a une inflation très importante de la prescription de gabapentinoïdes dans cette indication. Et également, vous voyez d'autres indications, migraine, crise d'épilepsie liée au sevrage médicamenteux, et bien sûr, alcoolisme, mais aussi insomnie. Nous, par exemple, dans notre pratique, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, par exemple, des prescriptions
prescription de gabapentine pour des situations d'insomnie résistantes à d'autres médications ou pour accompagner le sevrage des benzodiazépines. Donc, on voit qu'on a des démultiplications d'usage de ces gabapentinoïdes et forcément, quand on a des médicaments dont l'usage se démultiplie, se pose toujours la question de leur tolérance. On a eu, de manière très initiale, quand on a eu la construction des monographies, des RCP de ces antiépileptiques, connaissance, notion qu'ils avaient des effets indésirables psychiques potentiels. Et vous voyez que si on reprend ne serait-ce que pour la prégabaline et la gabapentine, nos gabapentinoïdes, vous voyez que de manière fréquente, on va retrouver irritabilité, agressivité, nervosité, aussi parfois de l'impulsivité, donc qui sont autant d'éléments symptomatiques qui peuvent être des facteurs de risque, notamment de ce qu'on peut retrouver dans le cadre de l'émergence d'IS ou même surtout de TS constitués. Mais on ne voit pas apparaître ici, à proprement parler, de notion de risque suicidaire, mais c'est quelque chose qui apparaît bien dans la monographie de ces produits, des antiépileptiques au sens large, et plus spécifiquement des gabapentinoïdes. Vous voyez que le risque suicidaire est bien traité de la manière suivante. On nous évoque qu'une méta-analyse d'essais cliniques, d'essais randomisés, contrôlés versus placebo, avait mis en avant une légère augmentation du risque d'idées et de comportements suicidaires, en précisant bien que les causes de ce risque ne sont pas connues. Donc je l'aborde tout de suite ici, c'est-à-dire en lien avec la pharmacologie que j'évoquais précédemment. On n'a pas d'explication claire pour expliquer comment les gabapentinoïdes pourraient augmenter le risque suicidaire. Alors, pour clarifier un petit peu tout ça, finalement, d'où vient cette alerte lancée sur le risque suicidaire? C'est une alerte de la FDA qui date, vous voyez, de 2008, donc quelque chose quand même d'assez ancien maintenant, où on avait des données de méta-analyse regroupant, vous voyez, presque 200 essais cliniques, où on constatait une augmentation significative du risque de suicide, donc en gros multiplié par 2. Et vous voyez sur la petite représentation à droite qu'on avait cette augmentation du risque, qu'il s'agisse d'indications de l'épilepsie, des troubles psychiques, ou même dans d'autres indications. Et ce qu'on voit, c'est que parmi les 11 antiépileptiques qui avaient été ciblés, on retrouvait la gabapentine et la prégabaline. On n'avait malheureusement pas dans cette étude de risque relatif qui nous permettait de comparer le risque de ces antiépileptiques les uns par rapport aux autres, par rapport au risque suicidaire. Par ailleurs, pour essayer de clarifier un petit peu tout ça, il faut essayer de détricoter un peu ce lien complexe entre suicide et épilepsie. Je reviendrai un petit peu sur les autres indications par la suite, mais rien que pour l'épilepsie, on sait qu'on a d'une part 2 à 5 fois plus de risques de développer des troubles psychiques comparativement à la population générale lorsque l'on souffre d'épilepsie, et que de la même façon, si on cible sur le risque suicidaire, on a 3,5 à 5 fois plus de risques de suicide dans le cadre de l'épilepsie, comparativement à la population générale. Et de manière plus globale, là, je vous ai recité des données un peu anciennes, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver des données très actualisées là-dessus, mais on avait les données de Mosicki de 1995 qui représentaient, en gros, schématiquement, le lien entre suicide et pathologie psy. Plus de 90% des personnes qui se sont suicidées souffraient de troubles psychiques ou de dépendance. Alors, pour essayer de minorer un petit peu potentiellement les choses, le risque qu'on aurait pu anticiper sur le risque suicidaire avec prégabaline et gabapentine, on a eu à un moment donné dans la littérature des données qui étaient plutôt rassurantes pour les gabapentinoïdes. C'était une étude cas témoin sur un nombre de patients quand même assez conséquent, environ 45 000 patients, vous voyez, qui datait de 2010, publié dans la revue Neurology, où avaient été étudiés des groupes différents, les barbituriques, les antiépileptiques définis comme conventionnels, comme par exemple le phénobarbital, la phénitoïne, et puis des antiépileptiques qualifiés de nouvelle génération, mais avec un faible risque dépressogène, se retrouvaient classés là-dedans gabapentine et prégabaline, donc nos gabapentinoïdes, et à contrario, d'autres antiépileptiques de nouvelle génération avec des risques dépressogènes plus élevés, où on va retrouver notamment le lévétiracetam ou le topiramate pour ceux qu'on voit les plus souvent prescrits. Et donc, on pouvait avoir des données plutôt rassurantes pour les gabapentinoïdes, puisqu'on nous disait que finalement, et il y avait un espèce d'aspect assez intuitif dans la manière dont les choses étaient décrites, que seuls les antiépileptiques nouvelle génération avec une fréquence élevée de symptômes dépressifs augmentaient le risque, notamment de comportements suicidaires, qui apparaissaient comme multiplié par 3 comparativement à une année sans traitement. Donc, est-ce qu'on était définitivement soulagé, on va dire, des risques associés aux gabapentinoïdes? On voit que tout cela n'a pas tenu très longtemps parce qu'au cours des années 2010, on va avoir des signaux qui vont apparaître et dont l'acmé va se situer à la fin des années 2010, je vais y revenir. Donc, on avait, vous voyez, des cas cliniques, par exemple, qui ont été présentés. Ça peut paraître anecdotique en termes de signal, mais c'est toujours intéressant à notifier. Des idées suicidaires, par exemple, qui apparaissaient sous prégabaline de manière dose dépendante. Une cohorte aux Pays-Bas qui notait 2 cas de suicide, donc sur une cohorte relativement restreinte, 1373 patients, donc ce qui n'est pas énorme, et finalement le nombre d'idées suicidaires pouvait faire réfléchir sur d'éventuels facteurs confondants. Et puis, à contrario, parfois, des données qui paraissaient beaucoup plus importantes, Hall en 2014, par exemple, qui nous rapporte 10% de changement de l'humeur ou d'IS. Alors, ce n'est pas que des IS, mais quand même, il y a des changements de l'humeur aussi, sur 50 patients seulement traités sous prégabaline, donc dans les observations qu'ils avaient pu faire. À contrario, donc, on voit d'autres données
les données qu'on voyait majoritairement ici concernent la prégabaline, vous l'aurez remarqué, parce que Kusterman, donc c'est un nouvel essai clinique où on voit une TS sous prégabaline, mais on a quand même l'étude de 2010 de Patorno qui reprend des données sur 300 000 prescriptions d'anticonvulsivants nouvellement prescrits, où on avait une augmentation à un risque accru potentiellement de TS ou de décès violent sous gabapentine, donc qui était quand même un résultat plutôt isolé puisqu'on avait quand même beaucoup plus de notifications prégabaline versus gabapentine. Et puis, on a l'étude Molero, donc en fait qui est une étude qui a été publiée en 2019, qui va être, la première fois, on a véritablement des données de registres qui sont très importantes en termes de nombre de patients, et on le verra, on a par la suite des données donc des années 2020 à 2025 où on va avoir une accumulation de données beaucoup plus consistante. Là, ce qu'on étudiait, c'était l'association des gabapentinoïdes avec les comportements suicidaires, notamment, pas que cela, mais notamment, donc à partir, vous savez, de ces fameux registres scandinaves. Là, il s'agit de la Suède, où ils ont toujours des données très conséquentes à nous fournir, qui sont souvent riches d'enseignements. On avait à peu près 200 000 patients sur la période 2006 à 2013, et on étudiait les effets indésirables par rapport au risque de base, c'est-à-dire celui qui apparaissait lorsque les patients n'avaient pas le traitement. Et ce qu'on remarquait, c'était des risques, une augmentation de 26% des comportements suicidaires ou des décès par suicide, associés, vous le voyez sur le schéma qui est représenté à droite, beaucoup plus à la prégabaline et donc pas à la gabapentine en l'occurrence. Là, ce n'est pas représenté ici, mais vous aviez d'autres représentations schématiques qui permettaient de bien montrer aussi que ce risque était véritablement un surrisque avec âge dépendant, puisque c'était les plus jeunes, les grands ados ou les jeunes adultes, 15-24 ans, qui étaient les plus à risque. Alors, on se pose toujours la question de savoir quels pouvaient être les facteurs associés à ce jeune âge, potentiellement des critères de type impulsivité, comportement à risque, consommation notamment de drogue ou d'alcool. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme données en 2021, début des années 2020, donc les travaux de Peltokorpi, donc qui sont en fait issus d'un registre finlandais, donc on est toujours sur les registres scandinaves, où là était étudié le profil de consommation de substances, donc de manière abusive, chez des ados et des jeunes adultes qui étaient sous gabapentinoïdes. Et donc là, ils vont remarquer qu'on a des IS, des TS notamment, qui vont augmenter, mais davantage chez les femmes sous gabapentinoïdes. Alors vous voyez que ce n'est pas totalement négligeable quand on va regarder le petit encadré à droite. Quand on regarde sur les idées suicidaires, c'était plus de 2 fois plus chez les femmes. Et pour ce qui était des TS, on était à 4 fois plus chez les femmes que chez les hommes. Donc, on va dire, cette surreprésentation des femmes avec ce risque ISTS questionne, même si, bien sûr, ce genre de données a toujours vocation à être revalidé dans d'autres études. Et ce qu'on voit, c'est que la majorité des patients avec les gabapentinoïdes, en réalité, avaient des associations avec d'autres facteurs de risque, justement, médicamenteux, dont on reparlera au cours de cette présentation avec mes collègues, avec très souvent, très majoritairement, des benzodiazépines et plus ou moins des opioïdes. Les autres éléments qui sont apparus de manière récente, ils sont, on va dire, au nombre de 3 dans ceux qu'on peut cibler de manière prioritaire. L'étude de Tran en 2025, qui est de loin pas la plus robuste, mais qui montrait une augmentation du risque d'idées suicidaires sous gabapentinoïdes chez 714 patients avec des douleurs chroniques. Effectivement, les douleurs chroniques, je n'en ai pas beaucoup parlé ici, mais sont aussi pourvoyeuses potentiellement d'une augmentation de base du risque suicidaire. Vous voyez, c'est des données qui nous permettaient de dire que les patients avec des douleurs chroniques vont avoir parfois jusqu'à 2 fois plus de susceptibilité d'avoir des comportements suicidaires ou des TS, voire des suicides aboutis. Et puis, Lee et al. En 2025, qui nous montre là, avec une étude très consistante, donc c'était à partir des registres de notification des effets indésirables de la FDA, donc le FAERS, et donc sur une vingtaine d'années, 2004 à 2023, pratiquement 200 000 notifications, on a 23% de notifications en lien avec des troubles psychiques, avec nos gabapentinoïdes, et donc une augmentation de l'incidence, notamment des idées suicidaires. Et puis, la dernière étude, qui est faite par une auteure bien connue qui va vous parler dans très peu de temps, donc qui a été publiée en 2025. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que je suppose qu'elle sera reprise par ma collègue, mais donc les données du SNDS, donc, qui sont en fait collectées ici entre 2013 et 2020 sur plus de 150 000 patients. Et ce qu'on remarquait, c'est que là, le point de départ, c'était d'aller faire un focus sur les patients sous opioïdes, mais ce qu'on remarquait, c'était souvent les fortes doses qui étaient incriminées dans le risque suicidogène et qu'il y avait des associations particulièrement à risque avec les benzos ou les gabapentinoïdes qui augmentaient donc en fait le risque de tentative de suicide. En fait, ce qui nous intéresse par rapport à tout ça, c'est quelle synthèse on peut faire, est-ce qu'on peut établir un petit peu des recos. Ce que vous voyez là, ce sont des recos qui avaient été proposés par les Néo-Zélandais. Vous voyez en haut à droite un petit schéma qui montre quelque chose qui est représentatif de tout ce qu'on trouve dans les différents pays industrialisés, notamment, mais pas que, c'est une augmentation de la consommation exponentielle, peut-être pas dire exponentielle à chaque fois parce que ce n'est pas valable pour tous les médicaments, mais en tous les cas croissante pour tous les gabapentinoïdes et notamment pour la prégabaline. Et on a 3 facteurs de risque qui étaient identifiés pour les effets indésirables sous gabapentinoïdes au sens large. Pas que le versant suicidaire, mais c'est instructif malgré tout pour le versant suicidaire. Avoir des antécédents psychiatriques ou des comorbidités, y compris les idées suicidaires ou les comportements suicidaires, des troubles liés à l'usage de substances,
qu'ils soient anciens ou actuels bien sûr, et l'utilisation concomitante d'autres médicaments sédatifs ou addictifs, avec notamment les opioïdes et les benzos, un danger qui est confirmé bien sûr par les données récentes de Bénédicte. Et puis, on a également le versant ISCTS qui questionne, les jeunes en particulier, et ça c'est l'étude de Molero avec les 15-24 ans qui semblait plus sensible, l'éventuelle plus grande susceptibilité chez les femmes, c'était l'étude Peltokorpi, donc des registres finlandais, et potentiellement le surrisque prégabaline versus gabapentine avec les données de Molero de 2019. Voilà pour les éléments que je voulais vous présenter. Et puis finalement, quelques autres recos qui sont plus intuitives, c'est attention à l'émergence d'idées suicidaires, mais aussi de l'impulsivité, de l'irritabilité croissante chez les patients, en sachant que c'est un facteur de risque du passage à l'acte potentiellement, avec quelque chose qui est très intuitif, c'est-à-dire de relier ça à l'introduction ou le switch d'un traitement antiépileptique dans toutes leurs indications, et notamment pour les gabapentinoïdes. Les situations où ces gabapentinoïdes ou d'autres antiépileptiques font l'objet d'une augmentation de posologie, et puis les associations à risque avec des indications à risque également, c'est ce qu'on a montré, l'épilepsie est un surrisque, les douleurs chroniques sont un surrisque également, avec les benzodiazépines ou les opioïdes notamment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc je laisse la parole à ma collègue Marie Tournier donc de Bordeaux pour vous présenter les benzodiazépines. Merci Hervé, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler des benzodiazépines et de leur lien avec les conduites suicidaires. Donc je vais vous parler d'une étude que nous avons menée, c'est une étude cas croisée nationale que nous avons menée sur le SNDS. C'est une étude qui a été menée par la plateforme de pharmacoépidémiologie DrugSafer et qui donc est financée par la NSM, mais aucun des auteurs n'a de conflit d'intérêt pour ce thème. Donc le contexte, vous le connaissez, c'est que le suicide est considéré comme une cause évitable de décès et que les symptômes et les troubles psychiatriques sont des facteurs de risque de conduite suicidaire modifiables. Et paradoxalement, la plupart des médicaments psychotropes n'ont pas montré d'efficacité claire dans la prévention du suicide, et même certains pourraient augmenter ce risque, alors même qu'ils sont efficaces sur les maladies et les symptômes psychiatriques. De même, alors que l'anxiété et l'insomnie sont même parmi les critères qui sont suggérés pour la crise suicidaire, l'impact des benzodiazépines n'est pas connu sur la prévention des conduites suicidaires. Plusieurs études ont été menées et la plupart montrent une relation dose-effet qui est positive entre une exposition aux benzodiazépines et les conduites suicidaires, à la fois les idées suicidaires, les décès par suicide et les tentatives de suicide, en population générale et chez les patients présentant un trouble psychiatrique. Cependant, ces études sont toutes soumises à un biais de confusion par indication, c'est-à-dire que l'association apparemment causale entre benzodiazépines et conduite suicidaire pourrait lier les conduites suicidaires à la pathologie ou aux symptômes traités par ce traitement, plutôt qu'à l'exposition aux benzodiazépines elles-mêmes. Alors, la plupart des études ont essayé de tenir compte de l'existence de comorbidités psychiatriques, non psychiatriques, de l'anxiété, de l'insomnie, mais aucune n'est parfaite. Alors, les mécanismes hypothétiques qui sont suggérés et qui pourraient expliquer une éventuelle relation causale entre les benzodiazépines et les conduites suicidaires sont de plusieurs ordres. Certains sont directs, comme la désinhibition comportementale liée aux benzodiazépines, la perturbation des fonctions cognitives, les comportements dissociatifs qui pourraient être aussi favorisés par un traitement par benzodiazépine ou les parasomnies. D'autres mécanismes pourraient être indirects, comme la dépression ou le rebond d'insomnie ou d'anxiété qui peut exister entre deux prises de benzodiazépine ou à l'arrêt. En termes de cinétique, les études montrent des effets, une association positive à court terme, et à ce moment-là, on pourrait les relier à des phénomènes de dissociation ou des désinhibitions comportementales. Et d'autres montrent une association à plus long terme. Il y en a une qui montre une association à partir de 80 jours de traitement, par exemple. Et à ce moment-là, on serait plus sur des effets cognitifs ou un effet dépressogène éventuel des benzodiazépines. Donc, dans ce contexte, nous avons décidé de mener une étude pharmacoépidémiologique dans le but d'estimer le risque de tentative de suicide et de suicide associé
à une exposition récente aux benzodiazépines chez des patients avec et sans antécédents psychiatriques récents en utilisant des méthodes permettant de minimiser le biais de confusion par indication. Donc, nous avons mené cette étude sur la base de données de l'assurance maladie française, donc le SNDS, entre 2013 et 2016. C'est une base de données qui regroupe les données de l'assurance maladie, donc en particulier le remboursement des médicaments. Donc là, on est exhaustif là-dessus. Le BMSI, donc la base de données hospitalière, et le registre national des causes de décès. Nous avons mené une étude cas croisée, c'est-à-dire que le patient était son propre témoin. Et donc, chez chaque patient, nous avons comparé la présence d'une exposition aux benzodiazépines immédiatement avant la tentative de suicide ou le suicide, donc dans une période que nous avons considérée comme la période à risque, et la présence d'une exposition aux benzodiazépines dans 2 périodes de référence qui sont un peu antérieures dans le temps, entre moins 60 et moins 90 jours avant le passage à l'acte, ou entre moins 90 et moins 120 jours avant le passage à l'acte. Nous avons inclus dans cette étude tous les patients hospitalisés pour une tentative de suicide ou décédés par suicide entre 2013 et 2016, âgés d'au moins 16 ans et ayant reçu au moins une délivrance de benzodiazépine dans les 120 jours précédents. Donc, tout le monde a une benzodiazépine, mais on compare en fonction de la proximité de cette délivrance par rapport au passage à l'acte. Nous avons exclu les patients qui avaient été hospitalisés pour une tentative de suicide dans les 6 mois précédant les 120 jours de la période d'hospitalisation, puisque à ce moment-là, c'est effectivement le passage à l'acte suicidaire qui pourrait avoir précipité la prescription de benzodiazépine à l'inverse. Nous avons distingué 2 populations, les patients qui n'étaient pas pris en charge pour un trouble psychiatrique dans l'année qui précédait la période d'observation, donc nos 120 jours, et les patients qui étaient pris en charge pour un trouble psychiatrique dans cette même période, c'est-à-dire qu'ils soit ils avaient été hospitalisés en psychiatrie, soit ils avaient une affection de longue durée ou une invalidité pour trouble psychiatrique, soit ils avaient reçu au moins une délivrance d'un médicament psychotrope dit traitement de fond, les antidépresseurs, les antipsychotiques ou un thymorégulateur. L'événement d'intérêt, c'était une hospitalisation pour une tentative de suicide à l'hôpital général ou un décès par suicide en utilisant les codes de CIM-10 qu'on utilise dans le SNDS et dans le PMSI. L'exposition aux benzodiazépines, eh bien, c'était au moins une délivrance dans la période d'intérêt, sauf le jour de l'acte suicidaire, de benzodiazépines, quelle qu'elle soit, d'indication anxiolytique ou hypnotique, et en incluant les Z-drugs, c'est-à-dire le zolpidem et le zopiclone. Nous avons estimé l'association entre les conduites suicidaires et l'exposition aux benzodiazépines pendant la période à risque, par comparaison avec une exposition pendant une des périodes de référence, par des modèles de régression logistique conditionnelle. Comme c'était un modèle cas croisé, le patient est son propre témoin, donc l'âge et les comorbidités ne sont prises en compte par ce modèle, et nous avons ajusté pour des facteurs de confusion qui, eux, sont dépendants du temps, donc qui peuvent varier entre les périodes à risque et les périodes de référence, et notamment les traitements antidépresseurs, antipsychotiques, thymorégulateurs ou anxiolytiques et hypnotiques non benzodiazépiniques. Nous avons fait des analyses en sous-groupes selon le sexe, l'âge et le fait que la benzodiazépine était un produit à demi-vie d'élimination, long ou court, c'est-à-dire moins de 20 heures ou plus, ou au moins 20 heures. Et nous avons fait des analyses aussi en sous-groupe en fonction de l'exposition aux psychotropes pendant la période d'observation. Nous avons aussi fait des analyses de sensibilité en faisant varier la durée des périodes à risque et de référence. On est passé de 30 à 15 ou 45 jours. Et nous avons fait une autre analyse de sensibilité pour essayer de faire face à ce biais de confusion par indication en faisant une étude cas croisée avec la siamémazine. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous exposer pour les benzodiazépines, on l'a refait pour la siamémazine pour savoir si on retrouvait les mêmes résultats, et en partant sur le principe que la siamémazine est à peu près utilisée dans les mêmes indications que les benzodiazépines, mais qu'en revanche, elle n'est pas connue pour augmenter le risque suicidaire.
Et enfin, nous avons fait un modèle cas croisé avec contrôle du temps, donc ce qu'on appelle les case control, time control, pour évaluer si notre étude cas croisée était biaisée par une variation temporelle de l'usage des benzodiazépines. On a regardé si l'usage de benzodiazépines était variable dans le temps au cours de notre période d'étude, et c'était le cas, et donc on a fait ce type de modèle. Alors, nous avons donc inclus pour les tentatives de suicide 34 000 personnes sans antécédents récents psychiatriques et 77 474 cas de patients hospitalisés pour tentative de suicide et qui avaient été pris en charge en psychiatrie dans la dernière année. En ce qui concerne les décès par suicide, nous avions 4 350 cas de suicide sans prise en charge récente en psychiatrie et près de 8 000 cas de suicide avec prise en charge récente en psychiatrie. Voilà le résultat de nos analyses principales. Donc, vous voyez que le fait de prendre des benzodiazépines dans la période à risque, c'est-à-dire immédiatement avant le passage à l'acte suicidaire, était associé avec une augmentation du risque de tentative de suicide et de suicide, à la fois chez les personnes qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques récents et ceux qui étaient pris en charge en psychiatrie dans la dernière année. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que les autres ratios sont plus importants dans la population qui n'avait pas de prise en charge psychiatrique récente, avec un risque de tentative de suicide, enfin, d'hospitalisation pour tentative de suicide multiplié par près de 3 et un risque de décès par suicide multiplié par 1,8. Si l'on regarde maintenant nos analyses de sensibilité, vous voyez que toutes les associations sont positives et significatives, sauf pour les décès par suicide dans la population qui est prise en charge récemment en psychiatrie et qui a moins de 25 ans. Dans toutes les autres analyses de sensibilité, l'association est positive. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle semble plus importante chez les gens plus jeunes, chez les hommes et lorsque le traitement est utilisé en monothérapie, lorsque les benzodiazépines sont prescrites en monothérapie. On a aussi une association qui semble un petit peu plus importante lorsque la demi-vie est inférieure à 20 heures par rapport à des molécules qui ont une demi-vie plus longue. Donc, cette étude nationale est en faveur d'une association entre un usage récent des benzodiazépines et les hospitalisations à l'hôpital général pour tentative de suicide ou les décès par suicide. Cette association, elle est plus importante chez les patients qui n'ont pas de prise en charge récente pour un trouble psychiatrique et elle est indépendante de l'exposition récente à d'autres médicaments psychotropes. Alors, je ne l'ai pas réellement dit, mais vous avez sûrement vu que l'association était positive également avec les autres médicaments psychotropes qui étaient délivrés pendant la période à risque, c'est-à-dire pendant les 30 jours qui précédaient le passage à l'acte. Ces associations, elles sont cohérentes avec ce qui a été retrouvé dans des études antérieures, c'est-à-dire qu'on sait que si on prend un médicament antidépresseur depuis 7 jours, son association avec le risque suicidaire, il est beaucoup plus important que si on le prend depuis 3 mois. Et c'est reconnu comme étant associé à la durée depuis l'initiation du traitement, puisque l'ensemble des médicaments en question, les thymorégulateurs, les antipsychotiques, les antidépresseurs, ont un délai d'action qui est long et donc qui ne leur permet pas d'être efficaces dans les 30 jours qui suivent la prescription. Donc, en conclusion, quelle que soit la nature de l'association, ces résultats soulignent la nécessité de dépister un risque suicidaire avant d'initier un traitement par benzodiazépine et de le surveiller de manière attentive. Des précautions supplémentaires pourraient être nécessaires dans plusieurs situations, notamment chez les hommes, lorsqu'on utilise des produits de demi-vie courte et lorsque les benzodiazépines sont prescrites en monothérapie. Voilà. Bien sûr, je ne peux pas du tout conclure à la suite de cette étude sur une relation de nature causale. Il y a des faisceaux d'arguments, mais qui ne sont pas suffisants pour conclure de la sorte actuellement.
Je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole du coup à Bénédicte Nobilet pour la suite sur les opioïdes. Merci beaucoup Marie pour cette présentation. Donc effectivement, moi je vais prendre la suite pour les opioïdes. Juste avant de commencer ma présentation, je vous rappelle qu'il vous est possible de poser des questions. N'hésitez pas parce que pour l'instant, je n'en vois aucune. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une étude qu'on a publiée très récemment dans CNS Drugs sur justement l'association entre la délivrance d'antalgiques opioïdes et le risque de tentative de suicide à partir des données du SNDS. Donc, la méthodologie, ce sera à peu de choses près la même chose que ce que Marie vient de vous présenter pour les benzos. Alors, une petite introduction tout de même. C'est assez connu que les patients qui consomment des opioïdes ont un risque 40 à 60% plus élevé d'avoir des idées suicidaires et des comportements suicidaires. Et d'un autre côté, les individus qui ont des troubles psychiatriques ou des antécédents de tentative de suicide sont plus enclins à recevoir des opioïdes et pour une plus longue durée que les individus qui n'ont pas de troubles psy. Et enfin, on sait que le risque de suicide chez les consommateurs d'opioïdes augmente avec la dose. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet dose dépendant du lien entre consommation d'opioïdes et risque suicidaire. À tel point qu'aux États-Unis, le Center for Disease Control and Prevention a recommandé de ne pas dépasser une dose maximale de 90 mg morphine équivalent. Et en Europe, l'European Pain Federation a recommandé de ne pas excéder 120 mg morphine équivalent par jour. Donc, il faut savoir que la plupart des études qu'on a sur le lien entre consommation d'opioïdes et risque suicidaire sont surtout des études nord-américaines. Pourquoi ? Parce qu'on a une crise des opioïdes aux États-Unis qui dure maintenant depuis un peu plus d'une bonne dizaine d'années. Mais il ne faut pas croire qu'en Europe, on est tranquille par rapport à cette crise. C'est juste qu'on en parle moins parce que oui, elle est d'une ampleur moindre que celle à laquelle on assiste aux États-Unis. Néanmoins, elle est là. La consommation d'opioïdes en Europe est un problème de santé publique majeur, avec une augmentation incessante des prescriptions d'opioïdes depuis 2004. Et la France fait partie des pays les plus touchés par l'augmentation de ces prescriptions. Par exemple, entre 2004 et 2017, on a assisté à une augmentation de 1950% d'oxycodone. Voilà, juste pour vous réaliser à quel point ces augmentations sont impressionnantes dans notre pays. Et en parallèle, on assiste à une augmentation des hospitalisations et des décès liés aux consommations d'opioïdes en France, avec 167% d'hospitalisations en plus et 147% de décès en plus. Malgré ces chiffres très alarmants, actuellement, il n'y a quasiment pas d'études françaises qui ont essayé de voir le lien entre la consommation d'antalgiques opioïdes et le risque suicidaire. Pourtant, il est nécessaire vraiment de mener ces études afin d'éclairer les pratiques de prescription et de réduire les suicides liés à la consommation de ces traitements. Donc, c'est pour ça que nous avons fait cette étude avec plusieurs objectifs. Donc, l'objectif principal était d'évaluer l'association entre la délivrance d'opioïdes et le risque de tentative de suicide dans les 3 mois suivant cette prescription, à partir des données du SNDS, donc les données de l'assurance maladie française entre 2012 et 2020. Les objectifs secondaires étaient de voir la relation dose-effet, de voir s'il y avait des sous-groupes à haut risque, notamment en fonction du sexe, de l'âge, de la présence d'un cancer ou d'un trouble psychiatrique sévère, de voir s'il y avait un effet additif d'une coprescription opioïde-benzo et un effet additif d'une coprescription opioïde gabapentinoïde. Et enfin, on a fait une analyse comparative en utilisant les AINS, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, à la place des opioïdes, puisque l'indication est similaire puisqu'il s'agit d'indications pour la douleur et qu'on ne s'attendait pas à retrouver d'association entre AINS et risque suicidaire. Donc,
très rapidement, parce que Marie a déjà expliqué ce qu'était le SNDS, mais voilà, ça représente tout de même la quasi-totalité de la population française, puisque ça représente 98,8% de la population française. Dessus, on a les données sociodémographiques, on a les dates et les quantités des délivrances de médicaments remboursés, les diagnostics médicaux des maladies et handicap de longue durée. Et voilà, donc nous, on a extrait ces données du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2020. Donc, on a fait aussi donc, un case crossover design. Donc, on a pris tous les patients qui avaient fait une tentative de suicide entre 2013 et 2020. Et donc, on est remonté sur l'année précédente. Donc, on avait la période K, qui était donc une période de 84 jours, donc 3 fois 28 jours. On a considéré une période de washout de 28 jours, donc qui est la durée de prescription des opioïdes. Et on avait 3 périodes contrôle, chacune de 84 jours. Donc, en fait, ce type de design-là est intéressant pour les études pharmaco-épidémiologiques. Pourquoi? Parce que, en fait, ça permet d'avoir une comparaison intra-individuelle et donc de contrôler pour les caractéristiques individuelles stables qui ne sont pas incluses dans le SNDS, comme par exemple les antécédents familiaux de suicide. Donc, pour l'exposition aux opioïdes, on a considéré tous les opioïdes, sauf bien évidemment la buprenorphine et la méthadone, qui, elles, ont une indication comme traitement de substitution aux opiacés et non d'antalgiques. On a pris tous les types de voies d'administration. On a aussi considéré les combinaisons avec les antalgiques non opioïdes. Enfin, pour calculer la dose quotidienne, on a pris la dose totale d'opioïdes administrés divisée par le nombre de jours de la période d'exposition. Donc, on a pris tous les patients de 18 ans et plus. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, admis pour une tentative de suicide entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2020 et ayant eu au moins une prescription d'antalgique opioïde dans l'année précédant la tentative de suicide. Et bien évidemment, dans le SNDS, nous n'avons que les tentatives de suicide qui ont entraîné une hospitalisation, puisque forcément, on ne peut pas avoir les tentatives de suicide qui n'ont pas entraîné d'hospitalisation. Et donc, au total, nous avons inclus 158 400 patients. Donc, au niveau des résultats, la description globale de la population, 64% de nos patients étaient des femmes avec un âge moyen de 47 ans. Près de 30% souffraient d'un trouble psychiatrique et un peu moins de 10% souffraient d'un cancer. Au niveau des traitements, presque 50% des patients recevaient un antidépresseur au moment de la tentative de suicide. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout le petit tableau en bas qui montre que 50% des patients avaient eu au moins plus d'une dispensation d'opioïdes analgésiques pendant la période K et que près de 16% des patients avaient eu une délivrance d'opioïdes, d'antalgiques opioïdes uniquement pendant la période K. Donc là, les résultats qui nous intéressent le plus, en fait, quand on prend tous les patients, on voit là vous voyez, c'est la ligne tout en bas. Quand on prend tous les patients, on voit qu'il y a 1,26 fois plus de risque de faire une tentative de suicide quand on a une dispensation d'opioïdes dans les 3 mois qui précèdent la tentative de suicide. Et en fait, après, quand on regarde, en fonction du sexe, de l'âge, d'avoir un trouble psychiatrique ou un cancer, en fait, on se rend compte que les ratios ne sont pas si différents que ça en fonction de ces différents sous-groupes, puisque en fait, les ratios oscillent entre 1,15 et 1,4. Et pareil, donc on avait pris le tramadol à part. En plus, pourquoi? Parce que le tramadol, en fait, on a observé ces dernières années une augmentation de prescription assez impressionnante. Et en plus de ça, c'est un opioïde qui a un mécanisme d'action un petit peu particulier tout de même, parce que non seulement c'est un opioïde, mais comme vous le savez probablement, c'est aussi un inhibiteur de recapture de sérotonine et noradrénaline. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'avait analysé aussi à part. Et au final, on retrouvait un autre ratio à 1,3 aussi. Ici, les résultats intéressants, c'est qu'on remarquait qu'à chaque fois qu'on augmentait la dose d'au moins 100 mg équivalent morphine par jour, on augmentait de près de 1,5 fois le risque de tentative de suicide.
que quand on ne considérait que les opioïdes dits forts, donc c'est-à-dire tous les opioïdes sauf codéine et tramadol, on avait un odds ratio qui était à 1,7, donc qui augmentait. Et enfin, quand on avait une coprescription avec les benzodiazépines, on avait un risque 4 fois plus important de tentative de suicide. Et quand on avait une coprescription avec les gabapentinoïdes, on avait un risque près de 1,8 fois plus important de tentative de suicide. Donc, tout d'abord, c'est la première étude en France qui a utilisé les données nationales pour évaluer la dispensation d'opioïdes et le risque de tentative de suicide. Et comme vous l'avez compris, en fait, les antalgiques opioïdes sont associés à un risque accru de 26% de fois plus de risque de tentative de suicide. Quand on considère uniquement les opioïdes forts, ce risque monte jusqu'à 73%. Ce risque augmente de 47% pour une dose de 100 mg équivalent morphine par jour. Et les différences entre les sous-groupes étaient minimes. Donc au final, tout le monde est à risque. Tout le monde est à risque. En tout cas, on retrouve une association entre la dispensation d'opioïdes et le risque de tentative de suicide chez tous les patients, quel que soit l'ex, l'âge et le fait d'avoir un trouble psy ou un cancer. Et enfin, on avait vraiment un risque très accru quand on avait une codispensation d'opioïdes avec les benzos ou les GABA. Donc, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette association entre la dispensation d'antalgiques opioïdes et le risque suicidaire? Comme l'a dit Marie, les études pharmaco-épidémiologiques ne nous permettent pas de voir un lien de causalité. Néanmoins, il y a plusieurs pistes de discussion qui sont possibles. Tout d'abord, une des hypothèses un peu spéculatives, mais qui se retrouve actuellement dans la littérature, c'est que la consommation d'opioïdes serait un mécanisme d'adaptation potentiel face à une douleur psychologique ou physique insupportable. Et quand on a un échec de soulagement de la douleur, le patient passe à l'acte suicidaire. Et la relation dose-effet qu'on observe dans notre étude, ainsi que dans toutes les autres études nord-américaines, soutient cette hypothèse de l'échec du soulagement de la douleur. D'autre part, la consommation d'opioïdes peut aggraver d'autres facteurs de risque suicidaire, tels que l'isolation sociale, des problèmes juridiques, le chômage, etc. Et comme je vous le disais encore une fois tout à l'heure, on a vraiment une variation minimale en fonction des sous-groupes. Donc, ce risque semble largement applicable à l'ensemble des populations. D'autres hypothèses d'un point de vue plus biologique, en fait, on pense que le système opioïdergique pourrait être impliqué dans la physiopathologie des comportements suicidaires, puisque ce dernier module la douleur physique et aussi au moins partiellement la douleur psychologique. Et il y a des études qui, en effet, ont montré un dérèglement du système opioïdergique chez les patients suicidaires, avec une augmentation, par exemple, des récepteurs mu-opioïdergiques au niveau, une augmentation de la densité des récepteurs mu-opioïdergiques au niveau du cortex préfrontal et du noyau codé, des polymorphismes génétiques aussi sur ce récepteur mu. Et enfin, on sait que dans les troubles des conduites suicidaires, on a une dérégulation de l'axe HPA. C'est très bien renseigné. Or, cet axe HPA est aussi partiellement modulé par le système opioïdergique. Voilà. Donc, il y a plusieurs pistes un petit peu à explorer. Il y a vraiment plus de recherches qui sont nécessaires pour clarifier ce lien. Donc, en conclusion, on a une augmentation du risque de tentative de suicide associée à la délivrance d'antalgiques opioïdes. On observe toujours cette relation dose-effet. Plus on augmente les doses d'opioïdes quotidiennes, plus on augmente le risque de tentative de suicide. On a ce fameux risque additif en cas de délivrance concomitante de benzo et de gabapentinoïdes avec les opioïdes. Et vraiment, ça nous souligne la nécessité de poursuivre les recherches, y compris en France et en Europe, afin de comprendre un petit peu les mécanismes sous-jacents. Quoi qu'il en soit, les cliniciens se doivent d'être conscients de ces risques, d'évaluer systématiquement le risque suicidaire, assurer une surveillance étroite, en particulier pour les patients vulnérables. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais inviter mes collègues à remonter sur scène. Je vois que là, vous avez posé vos questions, c'est très bien. Alors, hop, je ne sais pas où est Hervé.
Alors, tu as déjà répondu, Marie. J'ai un peu pardon. répondu par écrit. Après, je peux développer peut-être davantage. Je ne sais pas si tout le monde a accès aux réponses. Ouais, je veux bien parce que donc voilà, effectivement, la question qui est revenue pour Marie, c'était de voir le lien entre siamimazine et survenue de tentatives de suicide. C'est 1, 2, ouais, ça fait 3 questions là. Ouais. Ouais. Alors, il y avait une petite association entre siamimazine et conduite suicidaire, bien sûr. Et là, pour le coup, pour nous, l'explication était clairement le biais d'indication, puisqu'il n'y a pas de signal d'association positive entre siamimazine et conduite suicidaire. Mais ce qui, pour nous, était calculé, ce qui apparaît surtout dans l'article, c'est le ratio entre l'autre ratio benzodiazépine et l'autre ratio siamimazine. Et à ce moment-là, il restait largement significatif et avec une taille d'effet qui était suffisante puisque ça allait de 1,7 à 2,15 si on considérait soit les hospitalisations pour tentative de suicide, soit les suicides chez les patients avec ou sans prise en charge psychiatrique récente. Donc, il y avait effectivement une association positive, mais pour nous, c'est le biais d'indication. Et ça nous permet de prendre en compte le biais d'indication. Voilà. Alors, ce n'est pas parfait, hein. On fait ce qu'on peut. Les études pharmacoépidémiologiques, elles ont vraiment beaucoup de mal à faire face au biais d'indication. Différentes méthodes sont utilisées. Dans les études précédentes, il y avait, par exemple, dans l'étude NCSR, ils avaient les comorbidités psychiatriques, non psychiatriques. Ils ont pris en compte l'insomnie dans ces associations, mais ça reste une étude transversale. Là, on essaye de faire quelque chose de plus longitudinal. Voilà, les différents modèles d'études ont des limites, mais ce n'est pas les mêmes limites. Donc, on espère qu'elles soient complémentaires. Pour rebondir, pardon, excuse-moi, Bénédicte, mais pour rebondir très rapidement sur cette question, c'est vrai que, Marie, je pense que c'est aussi une question qui est très pratico-pratique, où souvent la question se pose lors de l'introduction des antidépresseurs, quand il y a des idées noires, enfin des idées suicidaires qui sont exprimées sous antidép, de se dire benzo ou pas benzo. Et c'est vrai que régulièrement, on entend ces propositions cliniques de dire en alternative des benzos, les petites doses de tertian sont parfois proposées. Je pense que c'est aussi ce genre d'interrogation qu'il peut y avoir sur le versant clinique, de se dire est-ce que c'est si indiqué que ça d'aller vers des petites doses de tertian plutôt que les benzos, avec le risque éventuel de venir aggraver les choses avec les benzos. Là, nos résultats ils vont plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'effectivement, l'augmentation de risque, elle est plus forte avec les benzos qu'avec la siamimazine. Donc, elle est plutôt effectivement dans cette conduite à tenir-là, de mettre, quand c'est nécessaire, quand les patients sont anxieux, quand ils sont impulsifs, quand ils ne dorment pas bien, plutôt un peu de siamimazine que de benzodiazépine. Même si je sais que c'est une molécule très française et un peu décriée en ce moment, moi j'aime bien le tertian. En fait. D'ailleurs, moi j'ai aussi une question. Si j'ai bien suivi, tu disais que dans ton étude, c'était des patients qui recevaient des benzos, mais pas de psychotropes à côté, surtout. Non, alors oui, le risque est plus important lorsque les benzos sont utilisés en monothérapie. C'est seul, exactement. Ouais. Du coup, moi, je me posais la question, est-ce qu'au final, ce ne sont pas des patients qui ont une dépression qui n'est absolument pas traitée ? Et notamment, qui est le prescripteur? Est-ce que ce sont par exemple des patients qui vont chez leur médecin généraliste en disant qu'ils ne se sentent pas bien et que du coup on leur prescrit des benzos sans forcément trop creuser derrière la présence potentielle d'un autre trouble psy? Oui, c'est tout à fait une possibilité. Oui. Probablement, il y a des patients comme ça dans cette population, des patients qui ont un trouble psychiatrique qui n'est pas bien identifié et pour lequel sont prescrites des benzodiazépines. Probablement, ça en fait partie. Pas que, mais ça en fait partie, bien sûr. Et juste, j'avais une question, et après, je vais reprendre les onglets questions, mais pour Hervé, à un moment donné, dans ton diapo, tu parlais des décès violents avec gabapentinoïdes, et effectivement, j'avais vu quelques papiers là-dessus, et je me disais, est-ce que finalement, surtout avec la prégabaline, et est-ce que finalement, pharmacologiquement, il n'y a vraiment rien qui pourrait expliquer pourquoi la prégabaline pourrait augmenter l'impulsivité et donc peut-être augmenter le risque suicidaire via une augmentation de l'impulsivité,
Et tu vois, par exemple, je pense aussi au fait que la prégabaline est fortement mésusée, d'où le fait qu'elle soit passée en ordonnance sécurisée, ce qui n'est pas le cas de la gabapentinoïde, enfin de la gabapentine, pardon. Alors, il y avait eu des études quand même de pharmacovigilance là-dessus, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a une disproportion en termes de taille d'effet, c'est-à-dire que la gabapentine n'est pas totalement exclue du champ de la pharmacodépendance, il y en a une, mais elle est nettement moindre comparativement à la prégabaline. Donc, c'est sûr qu'il y a un vrai problème prégabaline. Alors, pour répondre en partie à ta question, je ne suis pas sûr, malheureusement, que pharmacologiquement, en tous les cas, à l'heure actuelle, on a les moyens de les différencier parce qu'elles nous sont présentées. Moi, j'ai cherché un peu justement pour essayer de différencier les effets pharmacologiques. Ce n'est pas très évident. Ça nous est présenté comme des MeToo d'action sur les canaux calcium voltage dépendants. Donc là-dessus, on a assez peu de différenciation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement leur différenciation clinique, hein, très clairement. C'est-à-dire d'aller fouiller dans les études pour voir si, même si je le montrais là dans ce qui est décrit de manière très conventionnelle et un peu fourre-tout dans les monographies, l'augmentation de l'irritabilité, de l'impulsivité, de la nervosité, etc. Mais c'est vrai que ça questionne parce qu'effectivement, ce profil beaucoup plus lourd en termes de pharmacodépendance de la prégabaline questionne effectivement sur son impact et son impact clinique, comme tu le disais, par exemple sur les décès pour cause violente, en sachant qu'effectivement, c'est quelque chose de complexe des fois à détricoter aussi, parce que du fait qu'il y ait cette très forte pharmacodépendance à la prégabaline, c'est aussi une substance qu'on va retrouver comésusée avec plein d'autres substances, notamment les opioïdes. Donc, c'est-à-dire globalement avec le monde de l'addicto, qui est déjà un monde où le risque d'impulsivité, d'agressivité est déjà plus important, avec aussi un risque de mort pour cause violente. Donc, comme vous l'évoquiez d'ailleurs très justement toutes les deux, la pharmacoépidémiologie, c'est profondément aidant pour montrer des signaux, mais quand on va dans le détail, c'est très compliqué d'aller affiner les données pour nous permettre d'avoir un message, on pourrait dire, très pur. Et ça, malheureusement, j'ai pas réussi à bien discriminer les choses pour dire, aller différencier les choses entre prégabaline et gabapentine. C'est pas si simple que ça, en dehors des grands effets qu'on vient de décrire là. Ok. Alors, il y a une question sur c'est quoi les autres méthodes, comment est-ce qu'on peut éviter le biais de confusion par indication? En réalité, c'est des essais cliniques randomisés comparatifs. Hein. Voilà, nous, on essaye il y a les essais émulés maintenant, où on essaye de reproduire les essais randomisés comparatifs avec des données de pharmacoépidémiologie. C'est bien, mais c'est pas parfait, quoi. Voilà. Les effets, j'allais dire les études émulées, c'est pas, il y a quand même pas mal de défauts aussi, quoi. Enfin, tout à fait. Il faut dire faut reconnaître aussi, on est toujours pris par une considération qui est la taille des effectifs. L'atout des grandes études de pharmacovigilance, comme celles que vous avez pu construire à partir des données du SNDS, c'est qu'on est sur des échelles populationnelles très vastes, donc on arrive à détecter des signaux, même si c'est des petits signaux. Le problème des essais cliniques, quand on les construit, on ne peut pas être sur 200 000 patients. Oui, et puis là, sur le risque suicidaire, ils ne sont pas éthiques, en fait. On peut vraiment bien pas sûr, les construire. En plus de, bien évidemment. Une question sur les données sur le risque suicidaire chez les patients sous méthadone ou buprenorphine. Alors oui, il y a beaucoup d'études. Alors après, là, c'est dans une population particulière, vu que c'est des traitements de substitution aux opiacés, enfin en tout cas en France, hein, parce qu'aux États-Unis, méthadone et buprenorphine sont utilisés comme antidouleurs aussi. Donc, il faut différencier aussi les études françaises, européennes et les études américaines. Quoi qu'il en soit, chez les personnes qui souffrent d'un trouble lié à l'usage de substances des opioïdes, la méthadone et la buprenorphine ont un effet protecteur sur le risque suicidaire et la buprenorphine un peu plus que la méthadone. Voilà, d'où le fait aussi comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on pense réellement qu'il y a une implication du système opioïdergique dans les troubles, dans la physiopathologie des troubles des conduites suicidaires. Et en fait, il s'avère que quand on donnerait notamment des antagonistes kappa, tels que la buprenorphine, la buprenorphine est un agoniste partiel mu et antagoniste kappa. L'antagonisme kappa pourrait fonctionner sur la dépression et notamment sur tout ce qui est symptômes anédoniques. Et un agonisme partiel mu pourrait un peu protéger des idées suicidaires. Voilà, c'est un peu les pistes qu'il y a à l'heure actuelle, où notamment il y a un traitement qui a été testé dans la dépression, qui est une combinaison buprenorphine-samidorphan. Le samidorphan, donc il y a un antagoniste mu, donc ce qui permet vraiment de garder que l'antagonisme kappa de la bupré. Et en fait, on remarquait une amélioration de la dépression. Par contre, là, les idées suicidaires n'avaient pas été testées. Par contre, pour les idées suicidaires, il y avait un essai qui était sorti en 2016
où avec des très faibles doses de buprenorphine, on avait une diminution rapide et importante des idées suicidaires qui durait jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 8 semaines. Et en lien avec une diminution de la douleur psychologique aussi. Donc, il y a des études qui existent. En sachant peut-être à préciser, Bénédicte, aussi que de fait, là, il y a deux domaines différents. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté, par exemple, buprenorphine et diminution du risque suicidaire chez des gens qui ont un trouble d'usage des substances, qui ont de fait un surrisque de suicide du fait de ce trouble lié aux substances. Et puis après, des recherches portées sur l'usage de ces substances chez des patients qui n'ont pas de trouble lié aux substances. Ce qui complexifie encore un peu le traitement de ces données-là aussi. Exactement. Alors là, je fais le tour des questions. Pensez-vous réaliser ce même type d'études avec les différentes classes d'antidépresseurs? Le problème, alors justement, tout à l'heure, on parlait de biais d'indication. Typiquement, les antidépresseurs, c'est le plus gros biais d'indication qu'on puisse avoir pour évaluer le lien entre prise d'antidépresseurs et risque suicidaire. Alors, je ne sais pas ce que Hervé et Marie en penseront, mais moi, d'ailleurs, j'avais fait ma thèse d'université là-dessus, sur la black box warning de 2004 de la FDA sur les antidépresseurs quant au risque suicidaire, etc. Oui, il y a eu une augmentation du risque suicidaire chez certains patients à qui on initie un traitement antidépresseur. Mais en fait, quand on va creuser plus loin, qu'on fait un peu plus d'études, il y a beaucoup de questions qui en ressortent, et notamment, est-ce qu'au final, déjà, les études montrent que les patients suicidaires sont ceux qui répondent le moins bien au traitement antidépresseur. Donc, en fait, on a un patient suicidaire, on lui donne un traitement qui ne fonctionne pas, qui ne diminue pas ses idées suicidaires, forcément, le risque suicidaire s'aggrave dans un premier temps. Et aussi, dans un deuxième temps, oui, il y a un biais d'indication. Il y a des patients qui ne répondent pas au traitement antidépresseur. La dépression peut s'aggraver et donc mener à des conduites suicidaires. Après, encore une fois, je ne dis pas que le risque d'émergence, d'aggravation d'idées suicidaires à l'initiation d'un traitement antidépresseur n'existe pas. Ça existe, mais c'est une assez faible proportion de patients. Et en fait, ce qui a été dramatique après la black box warning des États-Unis, c'est que derrière, on a vu une diminution drastique des diagnostics de dépression et de prescription des antidépresseurs, et en parallèle, on a vu une augmentation des tentatives de suicide aux États-Unis. Donc, je pense qu'il faut être assez vigilant par rapport à toutes ces études pharmaco-épidémio, par rapport à tout ça aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Hervé et Marie, mais... Moi, ce que je peux ajouter, c'est que les modèles qu'on vous a proposés, les cas croisés, c'est en fait, on compare des périodes qui sont relativement proches les unes des autres. Et donc, c'est surtout valable pour des molécules qui sont de prescription intermittente et avec des délais d'attente des délais d'action qui sont courts. En fait, les antidépresseurs, on sait bien qu'il faut au moins 1 mois pour qu'ils commencent à agir, 3 mois pour que les patients sont bien. Et donc, le schéma d'études qu'on vous a montré, en fait, il ne serait pas très approprié pour les antidépresseurs. Après, il y a beaucoup d'autres choses Bénédicte l'a dit, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été tentées. Il y a des comparaisons avant-après. Ce qu'on montre dans les études avant-après, c'est que les tentatives de suicide sont plus fréquentes avant le traitement antidépresseur qu'après, et que plus on prend le traitement antidépresseur longtemps, et plus le risque de tentative de suicide diminue pendant le traitement antidépresseur. Donc, on est vraiment plutôt sur le fait que la tentative de suicide, c'est cet événement qui va précipiter la prescription d'antidépresseurs, et après, plus le traitement antidépresseur est pris, et plus le risque diminue en fait. Hervé, tu avais quelque chose à ajouter peut-être sur ce point? Non, ça me rappelait juste, très rapidement, on avait des études, ça me juste, je ne me souviens plus quand est-ce que ça avait été publié, ça date un peu, je pense que ça va faire une dizaine d'années, mais des données de synthèse là-dessus, je crois que ça avait été publié dans le BMJ, où il reparlait, ce qui peut quelquefois être intéressant, c'est-à-dire des facteurs de risque associés avec l'émergence d'idées suicidaires ou de suicide sous antidépresseurs, comme par exemple le fait d'être un sujet jeune, le fait d'avoir des symptômes de type irritabilité, impulsivité, qu'on retrouve notamment dans les problématiques addictives, qui sont en fait des grandes lignes qui ressortent aussi dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui, finalement. Donc, c'est des problématiques qu'on retrouve, qui se croisent avec les autres classes médicamenteuses. Exactement. Je pense qu'on a... Ah, pardon, oui. On peut juste dire que dans les essais cliniques, il n'y a pas de suicide.
je crois, et qu'il y a un effet plutôt protecteur des antidépresseurs sur le risque suicidaire chez les personnes âgées. Oui. Il y a une tendance à un effet protecteur chez les personnes adultes et en revanche, il y a une augmentation des idées suicidaires chez les personnes de moins de 25 ans. Voilà. Mais il n'y a pas de décès par suicide dans ces essais cliniques. Tu as tout à fait raison. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci vraiment à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce webinaire qui était très sympathique. Et merci à ceux qui ont assisté en présentiel à ce webinaire et merci à ceux qui nous ont posé des questions. Merci à la FPBN aussi d'avoir organisé cet événement et j'en profite pour vous dire que le prochain webinaire aura lieu le mercredi 26 novembre et portera sur les pratiques orientées rétablissement et schizophrénie. Voilà, et ben merci à tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée.